Donc, bonjour à ceux et celles qui se connectent actuellement avec nous. On va laisser quelques secondes encore pour permettre à d'autres gens de se joindre. Et puis par la suite, on va débuter officiellement le webinaire d'aujourd'hui. Alors, débutons. Donc, bienvenue à toutes et tous et merci d'être présents à ce webinaire gratuit intitulé Discussion avec le délégué du Québec à Chicago. Pour des fins éducatives et de promotion sur nos plateformes, ce webinaire sera enregistré. Si vous avez des questions, nous vous invitons à les écrire dans le chat et une période de questions aura lieu à la fin du webinaire. Mon nom est David Girard et je suis membre du conseil d'administration de The American Chamber of Commerce in Canada, Québec Chapter, connu aussi sous le nom de AmCham Québec, dont la mission est de faciliter les échanges commerciaux des deux côtés des frontières québécoises et américaines. Ce webinaire est présenté en collaboration entre AmCham Québec et le Consulat général des États-Unis à Montréal. Le webinaire d'aujourd'hui sera animé par M. Michel Belleval, président du conseil d'administration de AmCham Québec et directeur de compte et conseiller senior en recrutement chez TES. Il nous fait l'honneur maintenant de vous introduire M. Jean-François Hould, délégué du Québec à Chicago, avec qui M. Belleval s'entretiendra tout au long de ce webinaire. Auparavant, M. Hould a également été directeur du bureau du Québec à Washington et était responsable des relations bilatérales entre le Québec et le gouvernement fédéral américain. Messieurs, je vous cède la parole. Alors, merci beaucoup, David. Jean-François Hall, bienvenue. Merci, Michel. C'est un plaisir de te retrouver en ce Alors, lendemain de Super Bowl. oui. Tu me disais que ça a été une bonne soirée pour toi, hein, une équipe du Midwest. Effectivement, on était avec une équipe du Midwest qui gagne. Alors, on avait un petit pari en plus avec mon collègue de Los Angeles. Alors, très content de voir qu'il va devoir porter la couleur des Chiefs cette semaine. Ah, il y avait beaucoup de monde content aussi au Québec, hein. Il y a une histoire entre le Québec et les Chiefs avec Laurent Duvernay-Tardif. Là, il y a une petite, je pense qu'on Exactement. a une belle On a, histoire avec eux. Alors, ne soyez pas surpris en passant, on va se tutoyer. Moi, Jean-François, on se connaît depuis quelques années. Alors, ne soyez pas surpris qu'on s'appelle par nos prénoms et qu'on se tutoie durant la rencontre. Mais permettez-moi de vous présenter Jean-François avant. Jean-François Hould a été nommé délégué du Québec à Chicago le 3 juillet 2023. Cette quatrième affectation aux États-Unis fait suite à son mandat à titre de directeur du Bureau du Québec à Washington où il était responsable des relations bilatérales entre le Québec et le gouvernement fédéral américain. Il a travaillé à positionner le Québec comme partenaire d'affaires dans plusieurs dossiers liés à l'énergie, aux ressources naturelles, à la stratégie de batterie, au transport et aux enjeux de politique commerciale. Ce rôle stratégique dans la capitale américaine s'ajoute à ses nombreuses réussites dans la défense des intérêts économiques et politiques du Québec aux États-Unis. Il a précédemment occupé le poste de délégué du Québec à Chicago de 2017 à 2019, où il était responsable du renforcement des relations politiques et économiques entre le Québec et le Midwest américain. Il était notamment impliqué dans les dossiers des Grands Lacs et du commerce bilatéral. Il a également été attaché culturel à New York de 2011 à 2014, où il assurait le rayonnement des industries artistiques du Québec dans le Mid-Atlantique. M. Hould cumule plusieurs années d'expérience au service de l'État québécois. Depuis 2001, il a occupé plusieurs postes politiques au sein des cabinets ministériels, notamment ceux de directeur de cabinet adjoint et conseiller politique de la ministre de la Culture du Québec et directeur du cabinet de la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Diplômé de l'Université de Montréal en 2003, Jean-François Hould a par la suite poursuivi ses études à l'Université Laval et à HEC Montréal. Jean-François, ça fait plaisir. Merci d'être là encore et ça fait plaisir merci. de te céder la parole. C'est drôle, tu mentionnais ces différents moments d'affectation. J'ai l'impression qu'il y a une relation avec AmCham à chaque fois qu'il y a eu ces affectations-là aux États-Unis, entre autres quand on a navigué l'administration Biden et autant l'administration Trump, quand il y a eu les conflits sur le bois d'œuvre, le conflit sur l'aluminium, les enquêtes 232 sur les transformateurs électriques, la mise en place de l'IRA, de l'IGA. Donc, il y a une relation. J'ai l'impression que je suis toujours à la maison un peu quand je vais voir les gens de AmCham. Donc, merci beaucoup pour cette Tu es à la invitation. maison, Jean-François, je peux te le dire.
Il y a une présentation, je crois qu'il y a quelqu'un qui va être capable de présenter ou de partager la présentation, quelques plages juste pour à titre de support. Puis je vais essayer d'être là. Je sais que tu as des questions, puis il y a peut-être des gens dans l'équipe qui a des questions aussi. Comme tel, on peut peut-être tout de suite aller à la deuxième plage pour ceux qui sont moins familiers un peu avec les représentations du Québec ou le réseau. La délégation du Québec fait partie d'un réseau maintenant de 35 représentations dans 19 pays. On est présent ici depuis les années 60. En fait, le gouvernement du Québec, le ministère des Relations internationales ont ouvert des bureaux un peu partout dans le monde pour promouvoir les intérêts du Québec à l'international. On développe des partenariats culturels, éducatifs, en francophonie, bien sûr. L'ADN de ce que l'on est comme Québécois, puis la projection de ce que l'on est, mais aussi un grand virage économique qui a été pris dans les dernières années pour aider les exportateurs québécois, puis attirer plus d'investissements aussi du côté du Québec. Donc, le territoire, particulièrement du Bureau du Québec, la délégation du Québec à Chicago, si on va sur l'autre plage, euh, c'est un immense territoire. La délégation du Québec à Chicago, depuis 1969, on couvre les territoires du Midwest, sont 12 États américains. Le Missouri, où je me rends cette semaine, à Saint-Louis, l'Illinois, le Michigan, le Wisconsin, l'Indiana, l'Ohio, le Minnesota, le Dakota du Nord, Dakota du Sud, le Kansas, le Nebraska et l'Iowa. C'est un territoire de 8,8 millions d'habitants au Midwest, c'est l'équivalent de la population de la France. On y trouve, on a l'impression du Québec des fois que c'est un territoire très rural. En fait, c'est un territoire très diversifié. Je vous dirais, 10 des 40 principales régions métropolitaines des États-Unis se retrouvent dans la région du Midwest. C'est le cœur industriel, c'est encore aujourd'hui le cœur industriel des États-Unis. La troisième plus grande ville, la plus connue, bien sûr, Chicago. Mais Détroit a quand même 4,3 millions d'habitants. Minneapolis, Saint-Paul, c'est 3,6. Saint-Louis, 2,8. Donc, des grandes régions urbaines avec des grandes régions rurales qui créent des tensions aussi, une réalité politique particulière à la région. Un immense PIB, 4,5 trillions de dollars, c'est le double du Canada. Donc, c'est un territoire qui est très stratégique pour nous. D'un point de vue logistique aussi, tant logistique, je dirais qu'environnemental aussi. Je suis commissaire à la Commission des Grands Lacs, en plus d'avoir un mandat de promotion économique ici sur le territoire. Mais le marché du Midwest offre l'avantage géographique d'être connecté sur le territoire Grand Lac Saint-Laurent, avec la voie maritime du Saint-Laurent, qui facilite la fluidité des échanges commerciaux. C'est probablement une des raisons, entre autres, pour lesquelles on est aussi intégré aussi un réseau portuaire, ferroviaire développé, qui est connecté grâce, entre autres, à des grands partenaires québécois canadiens que vous connaissez, CN, FedNav, Canadian Ship Line, le port de Montréal. Donc, c'est un écosystème qui est très, au niveau logistique, très intéressant, qui est basé sur un écosystème environnemental extrêmement précieux. Il s'agit d'une des plus grandes richesses naturelles, je pense, au monde. On est privilégié d'avoir dans notre cour arrière 20 de l'eau douce de la planète qui est dans le bassin des Grands Lacs. Seulement sur le bassin des Grands Lacs, on rajoute le Saint-Laurent et la capacité ou les réserves d'eau douce du Québec et de l'Ontario, les chiffres montrent encore beaucoup plus. Donc, à cet effet, la délégation a la responsabilité de représenter le gouvernement du Québec sur plusieurs forums régionaux liés au Grand Lac. Je suis sur le conseil d'administration de la conférence des gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Comme je mentionnais, Michel siège à la commission des Grands Lacs, qui est une outil de concertation entre les États pour la gestion puis la protection de l'écosystème des Grands Lacs. Donc, on essaie d'influencer les discussions dans la région sur l'ensemble de l'axe maritime au niveau environnement, développement économique, tourisme. Ces plateformes-là multilatérales d'engagement, ce sont des très bonnes plateformes pour pouvoir être connectés sur les élus et des représentants de l'ensemble du territoire ici.
Donc, on a l'avantage de cet atout, je dirais, géographique et de proximité. D'ailleurs, la dernière rencontre des gouverneurs a eu lieu à Cleveland l'automne dernier. On a annoncé qu'en 2025, on sera les hôtes de la rencontre des gouverneurs et premiers ministres. Et on est en train de monter un agenda économique et aussi environnemental pour cette rencontre-là à Québec en 2025. Donc, j'ai aussi la chance de siéger comme coprésident de l'entité maritime régionale. Le but, c'est de hausser le trafic maritime dans l'ensemble de la région. Donc, on est en train de faire un vrai travail de fond, voir qui transite sur les Grands Lacs, puis quelles sont les possibilités de développement économique dans la région, justement pour mettre sur pied cet agenda-là pour la rencontre de 2025 à Québec. Question de pouvoir, le trafic maritime stagne, je dirais, sur l'axe Saint-Laurent-Grand Lac depuis plusieurs années. Les ports de la côte Est et de la côte Ouest sont très compétitifs. Aussi, donc, l'idée, c'est de renforcer l'axe logistique Grand Lac Saint-Laurent. Donc, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait par l'entité maritime régionale. C'est le principal mandat que l'on a. Oui, il y a le mandat de protection de l'environnement, que je dis, mais le principal mandat est un mandat de développement économique. C'est une région qui est cruciale, je dirais, pour le développement économique du Québec. En 2022, les exportations du Québec à destination du Midwest ont représenté 20 milliards de dollars canadiens. C'est 18 de toutes les exportations internationales du Québec qui vont vers le Midwest. Je dirais, à titre comparatif, là, on exporte plus, Michel, dans les 12 États du Midwest que vers les 12 premiers États exportateurs à l'extérieur des États-Unis. Donc, on exporte plus dans les 12 États qu'on exporte en Chine, au Japon, au Mexique, puis dans la plupart des partenaires européens combinés. C'est vraiment impressionnant quand on prend les chiffres. Puis si je prends juste je dirais, les trois premiers États d'exportation, l'Ohio, l'Indiana, puis le Michigan, on exporte plus en Ohio qu'on exporte en Chine. On exporte plus en Indiana qu'on exporte au Mexique. On exporte plus au Michigan qu'on exporte en France. Donc, c'est à dire l'importance de cette intégration économique. Puis je sais que tu vas me parler des défis et des opportunités. Tu me questionnais sur ces enjeux-là, mais on a tendance peut-être à regarder, à pas regarder la région des Grands Lacs pour ce qu'elle est en fait. On a peut-être un regard très domestique quand on regarde les États-Unis, vers la côte Est, sur la Nouvelle-Angleterre, puis peut-être sauter l'ensemble du pays, s'en aller tout de suite du côté de la Californie, mais le cœur industriel, comme je te mentionnais il y a quelques instants, demeure quand même la région des Grands Lacs et le Midwest, puis ça reste quand même un outil important, ou une zone importante de développement économique où il y a énormément de possibilités pour l'ensemble de nos entreprises. En 2022, le total des échanges commerciaux avec le Midwest a atteint près de 30 milliards de dollars, ce qui a permis de développer des flux commerciaux de dizaines de milliards de dollars canadiens. Là. À quoi ressemblent ces exportations-là? Tu vas me demander si on va sur l'autre page. Je dirais, voici les grands secteurs d'exportation, ce qui est le pain et le beurre, je dirais, de nos exportations. À quoi ressemblent les secteurs d'exportation du Québec et d'importation? Si on a une balance commerciale positive avec le territoire du Midwest, l'aluminium, bien sûr, puis c'est pas étranger à ce qu'on voit sur l'ensemble du territoire américain. Là. L'aluminium est promis, bien sûr. Les véhicules aériens, la relation, bien sûr, Montréal étant le troisième hub aérospatial au monde, un très important secteur de développement, tout ce qui est véhicules aériens, turboréacteurs, particulièrement avec l'Ohio, vous mentionnez le principal endroit de destination de nos exportations dans la région. Tout ce qui est lié au bois, je vais y revenir. On vient d'avoir une mission, entre autres, dans ce secteur-là, papier, carton. Et au niveau importation, bien sûr, le cœur industriel, la grande région des exportations vient de la pointe des Grands Lacs, au Michigan, en Ohio, le secteur automobile qui est encore un des pôles importants du développement. Sur le sud-est des États-Unis, c'est beaucoup développé, mais le cas traditionnel dans l'industrie automobile demeure dans le Midwest. Donc, le secteur automobile, les voitures de tourisme, tout ce qui est lié à l'industrie automobile demeure un secteur là, vraiment très important. Donc, en outre, là, je dirais,
important de mentionner, je pense que commerce transfrontalier, il y a beaucoup de sociétés québécoises, américaines qui ont aussi choisi de s'implanter du côté américain. Donc, en plus d'avoir ces grands secteurs-là d'exportation, il y a de plus en plus une grande présence, puis je vais y revenir, d'entreprises québécoises qui ont commencé à s'installer ici. Ce que je trouve intéressant aussi de mentionner, c'est que de ces exportations-là, ça représente le quart du volume de l'ensemble des exportations, ces secteurs-là. Donc, ça, pour vous dire, nos exportations sont très diversifiées. Oui, il y a ces grands secteurs-là que je mentionne, mais ces secteurs-là représentent que le quart des exportations québécoises sur le territoire du Midwest. Donc, on travaille plusieurs autres secteurs, puis je vais y revenir avec le profil peut-être de l'équipe commerciale ici à la délégation. Si on va sur l'autre plage, donc, parlant de secteurs ou comment on s'est structuré pour, au-delà du volume naturel, ce que j'ai montré avec les secteurs de l'aluminium ou des grands secteurs primaires aussi, comment on s'est structuré comme équipe pour pouvoir arriver à nos fins puis aider nos entreprises. Je dois mentionner que je suis vraiment très chanceux. J'ai une super équipe économique qui est dirigée par Dominique Tétu ici, dont je suis très fier. Donc, j'ai 5 attachés économiques présentement. L'équipe grandit en plus. Il y aura d'autres attachés qui vont se joindre à nous parce qu'il y a vraiment une priorité qui a été donnée par le gouvernement de travailler les États-Unis dans la prochaine année. Donc, l'équipe va même être renforcée présentement. Donc, il y aura 2 nouveaux attachés qui vont se joindre à nous. Les principaux secteurs, bien, développement urbain, tout ce qui est construction, infrastructure, industrie créative, le secteur aérospatial, la défense, la sécurité et les technologies, l'autre secteur, l'agroalimentaire et bien de consommation. Je dirais, manufacturier avancé, tout ce qui est lié, bien sûr, au secteur batterie, secteur aluminium aussi, la mobilité, l'industrie maritime, tout ce qui est lié aux villes intelligentes. Et les 2 nouveaux secteurs que l'on va couvrir là, dans la prochaine année, sciences de la vie, puis tout ce qui est lié à l'économie verte. Il y a vraiment un grand potentiel là, présentement dans le territoire avec ce qui est investi de la part des villes, puis même l'argent fédéral qui arrive au niveau des villes et des États présentement pour développer le secteur de l'économie verte dans la région des Grands Lacs. Donc, Investissement Québec International offre des services, là, bien sûr, d'accompagnement stratégique aux entreprises exportatrices là, qui veulent venir ici dans le Nord. On travaille activement pour identifier des informations sur les marchés stratégiques, pour développer des réseaux de contacts, puis trouver différents niveaux pour pouvoir travailler avec nos partenaires. On organise des missions commerciales, bien sûr. Je peux donner d'autres exemples, puis des rencontres ciblées, des rencontres B2B pour s'assurer qu'on puisse accompagner les partenaires. Puis il y a EQ, bien sûr, là, qui aide maintenant, je dirais davantage là aussi, l'expansion internationale de nos entreprises là, sur le territoire. Donc, il y a vraiment une espèce de dynamique qui s'en vient. Puis il y a il y a un autre volet à tout ça, bien sûr l'exploitation, mais il y a aussi tout ce qu'on fait au niveau attraction d'investissement pour pouvoir attirer le plus d'investissements vers le Québec. On a eu de beaux succès dernièrement. Tout ce qui se passe là, avec Encore présentement, avec les investissements de 1,8 milliard qui ont été annoncés, là, GM et Ford, 2 entreprises qui sont basées au Michigan, ce qui est fait au niveau des cellules dans la région de Canco qui va venir alimenter les usines de GM, entre autres là, à Lansing, au Michigan, puis aussi en Ohio. Donc, de très belles nouvelles dans la manière dont les choses sont en train de se structurer. J'aurais peut-être quelques exemples à donner d'entreprises plus, de donner des exemples plus concrets dans ces secteurs-là aussi avec des entreprises. Je parlais de développement urbain. On vient juste, en fait, d'avoir comme je disais, on a un bassin de villes très important, Cleveland, Milwaukee, Cincinnati, Saint-Louis, Minneapolis, Kansas City. C'est des grandes villes quand même là, qui sont en transformation. Puis il y a vraiment qui ont durement vécu la pandémie aussi. Chicago aussi, on est encore, je dirais, en mode recovery. Le centre-ville n'est pas encore aussi vibrant qu'il était lors de ma dernière affectation, je te dirais. Donc, ça présente plusieurs opportunités pour des compagnies. On vient juste la semaine dernière d'avoir avec QWeb là, une mission
sur le bois d'ingénierie, le mass timber, sur les constructions préfabriquées. On a présentement aussi une autre mission qui s'en vient sur le design d'intérieur à Neocom. Donc, tout ce qui est design, du redéveloppement urbain, matériaux de construction. On a travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières semaines avec cette mission-là qu'on a eue, autant en Ohio qu'au Michigan. Côté aérospatial, un autre secteur super intéressant sur le territoire ici, il faut penser, la NASA est à Cleveland, Boeing Defense est à Saint-Louis, GE Aviation est à Cincinnati, il y a la base militaire Wright-Patterson à Dayton, en Ohio. Donc, on a Bombardier a son siège américain à Wichita, au Kansas. Donc, il y a vraiment un écosystème aérospatial très intéressant à connecter avec le Québec. Donc, avec Aéro Montréal, on a fait une activité avec l'Ohio Aerospace Institute l'année dernière. On est en train de travailler avec le Forum Innovation, des délégations du Midwest qui vont se rendre vers le Québec aussi. Donc, on essaie de créer cette espèce de pont entre les entreprises et les secteurs aérospatiaux du Midwest et Montréal pour mieux connecter les régions. Donc, une importante opération qui s'en vient, autant pour amener des gens vers le Québec, amener des gens à Montréal, mais aussi ici, là, il y a MRO America, qui est la grosse conférence là, au niveau aérospatial qui voyage là, aux États-Unis, là, qui est jamais à la même place. Cette année, Chicago sera l'autre de la petite activité. Donc là, on est en train d'organiser une grosse activité. On devrait avoir une trentaine d'entreprises, là, donc une grosse mission qui s'organise aussi. Agroalimentaire, ben, Chicago, historiquement, est un des principaux pôles mondiaux là, de l'industrie de la transformation agroalimentaire. Ce siège social d'entreprises majeures comme Kraft Heinz, Mars Wrigley, Mondelez, McDonald's, donc pour en nommer que quelques-uns. Donc, une des plus grandes foires commerciales, entre autres dans le secteur des marques privées, PLMA, le Private Label Manufacturer Association, a lieu ici à chaque année. On organise des activités avec Groupe Export au niveau agro à chaque année, c'est à l'automne. Donc, si des entreprises ou des membres de AmCham sont intéressés dans ce secteur-là, définitivement d'être en lien avec nous, c'est une des opérations agro là, les mieux organisées qu'on a sur notre territoire. Et puis, bien sûr, tout ce qui se passe au niveau du transport, du manufacturier avancé. Je sais que AmCham a eu des présentations sur l'IRA, l'IGA, le CHIPS Act dans les derniers mois, puis depuis que l'administration a mis en place ces différents programmes-là. Il y a définitivement, au niveau de l'électrification, des possibilités. C'est un secteur qui est en pleine ébullition dans la région. Il y a des gros investissements qui sont en train d'être faits, entre autres dans le secteur d'hydrogène. Il y a eu un hub d'hydrogène qui a été annoncé, Michigan, Indiana et Ohio. On a des entreprises québécoises aussi qui sont en train de se positionner. Donc, au niveau énergie, un autre très beau secteur, je dirais. On peut peut-être passer à des exemples, peut-être plus d'intégration de notre côté. Le cas de Lyon Électrique, c'est un beau cas, je te dirais. C'est un de nos fleurons ici d'intégration dans le Midwest. Ils se sont installés à Joliette, en banlieue ici de Chicago. J'aimerais vraiment vous parler de cet exemple-là parce que c'est une entreprise de Saint-Jérôme que tout le monde connaît, je pense, qui fait ses autobus 100% électriques. Lyon a remporté une série de contrats majeurs aux États-Unis depuis quelques années. L'ensemble du réseau des délégations du Québec a été très proactive pour aider Lyon à se positionner. En fait, c'est un programme fédéral qui est né de l'administration Biden avec le EPA, l'Agence de protection environnementale des États-Unis, qui permet de donner des subventions à des commissions scolaires, des régions aussi, pour pouvoir acquérir des autobus électriques. Donc, le maillage entre ces programmes-là, les initiatives locales et Lyon, les représentations ont été très, très proactives là-dessus. Et ce qui a conduit, entre autres, ici dans la région, à des investissements assez importants de Lyon avec cette nouvelle usine-là, qui va être la plus grosse usine de véhicules, d'autobus électriques aux États-Unis. 2500 véhicules électriques par année qui vont pouvoir être
produit jusqu'à 20 000 lorsque l'usine va être complètement complétée. Donc, je me suis rendu, là, c'était la dernière ouverture, là. En fait, au début de mon affectation, 2 semaines après mon arrivée en poste, l'ouverture de Lyon. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça fait plus de 10 ans, là, vous voyez la photo avec le gouverneur Pritzker euh, chez Lyon. Euh, ça fait presque plus que 10 ans qu'on travaille avec Lyon sur le territoire américain. Donc, il y a plusieurs flottes d'autobus électriques dans la région qui sont en train de complètement électrifier grâce à cette collaboration-là et à cette importante implantation-là. Je te dirais un autre exemple d'implantation réussie dans le Midwest, c'est Flow à Haute-Page. C'est un leader effectivement, Flow. C'est un autre leader assez intéressant dans la région. Vous avez peut-être vu en marge ou juste quelques semaines, je pense, avant que Biden vienne au Canada, il y a eu une annonce d'une ligne Québec-Kalamazoo pour des bornes de recharge électriques. En fait, c'est un projet de bornes de recharge électrique qui va aller normalement jusqu'ici à Chicago. Donc, pour refaire le trajet en véhicule électrique de Québec jusqu'à Chicago. Donc, c'est un très grand partenaire qui s'est installé à Roberts Hill, au Michigan dernièrement. C'est 83 000 bornes de recharge déjà installées aux États-Unis, 1,5 million de recharges par mois, un très grand partenaire, une très grande fierté d'avoir une entreprise comme ça qui s'implante de ce côté-ci de la frontière pour vraiment prendre avantage là, des mesures du nouveau contexte d'affaires qui a été créé par l'IRA puis le IHA. Peut-être l'autre plage, peut-être. Tu voulais que je te parle un petit peu des opportunités, de ce qu'on voyait un peu pour les entreprises présentement. Moi, je pense personnellement qu'il y a une fenêtre d'opportunité assez unique euh, présentement, ou un alignement de planète où la plupart des entreprises ou des solutions innovantes du Québec peuvent vraiment s'installer dans le potentiel qu'il y a ici aux États-Unis. Bien sûr, il y a un contexte domestique qui demeure complexe, mais on a toujours été capable de le naviguer. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce que veut dire pour les mesures protectionnistes ou le Buy America, Buy America. On a toujours, je dirais, navigué à l'intérieur de ces différentes tendances-là. Donc, on observe une tendance de croissance vers le protectionnisme, c'est vrai. En fait, moi, je pense que le protectionnisme est plus une marque de commerce qu'une exception. Quand on regarde nos partenaires américains, mais il y a un environnement d'affaires où il y a énormément d'argent fédéral qui s'en va vers les États présentement. En fait, c'est 1,2 milliard de dollars qui s'en va, si on prend l'Inflation Reduction Act, l'Investment and Jobs Act, les différents programmes de l'IPA. Il y a énormément d'argent qui s'en va. Donc, il faut être capable de faire l'adéquation entre la capacité d'aller chercher le plus, notre part du gâteau dans cette discussion-là. Donc, oui, une tendance protectionniste, mais une opportunité aussi en même temps, je te dirais. L'autre plage. L'autre tendance importante, bien sûr, dans ce contexte-là, ben, c'est tout ce qui se passe par rapport aux microconducteurs. Comme je disais, vous en avez discuté, il y a une croissance accélérée présentement de l'industrie. Il y a eu des annonces qui ont été faites, entre autres pour le corridor entre Québec et Albany, Bromont-Albany. Il y a vraiment des avancées intéressantes dans ce secteur-là. Il y a ce qui se passe à GM aussi. Il y a des opportunités de faire la Q qui sont en train de se positionner aussi dans d'autres secteurs. Tout ce qui est lié à la décarbonation présentement de l'économie fait partie vraiment là, et sur toutes les lèvres ici. La décarbonation des ports au niveau des infrastructures. On est en train de monter un Rolodex de compagnies innovantes. Tout ce qui est lié à la gestion de l'eau aussi, un autre secteur d'intérêt. Donc, vraiment des secteurs qui sont très, très, très intéressants où il y a des opportunités québécoises qui peuvent vraiment, des entreprises qui peuvent vraiment s'insérer.
Euh, Prochaine plage, s'il te plaît. Les différents secteurs, les différentes énergies, ben, je te dirais, je disais le Grand Lac, puis ce sont des actifs majeurs qui réalisent les États-Unis, puis le Midwest, l'Ontario, puis le Québec, sur les grands marchés internationaux. Donc, c'est important pour le Québec de continuer à développer les industries, les secteurs stratégiques, afin de pouvoir promouvoir les intérêts de l'étranger. Parmi les secteurs, moi, que je vois d'intérêt, bien sûr, tout ce qui est lié, c'est peut-être mon billet après avoir passé autant de temps à Washington, là, mais les minéraux critiques et stratégiques, tout ce qui est lié à la filière batterie, définitivement une opportunité de positionnement là, présentement. Là. Ça, c'est certain pour moi. Là, il y a aucun doute sur ce secteur-là. Ensuite, électrification des transports. Ben, comme je te disais, l'exemple de Lyon électrique est pour moi très parlant. L'industrie maritime, on surveille présentement. EPA devrait lancer un programme pour la décarbonation des ports. On est en veille là-dessus. On est en train de regarder tout ce qui se passe au niveau infrastructure portuaire, les équipements de transbordement, tout ce qui est la mise à niveau des routes logistiques. Donc, définitivement, un angle très important. La décarbonation je dirais, de tout ce qui permet la décarbonation des industries là, de façon générale, euh, il y a un très grand appétit pour ce secteur-là. Des entreprises qu'on essaie d'exporter ou qu'on essaie d'aider davantage, bien sûr, le secteur de l'aluminium, c'est la principale chose qu'on exporte aux États-Unis. L'aluminium est recherché pour sa qualité éco-responsable. Ça continue à réduire la production de métal gris à partir de sources d'énergie plus polluantes ici. Tout ce qui est de la mise à niveau aussi ou partage de meilleures pratiques pour l'industrie de la transformation métallurgique aussi. J'étais dans le sud de l'Indiana il y a quelques temps. Ça fait partie des discussions qu'on a eues. Le transport terrestre, bien sûr, tout ce qui amène des solutions au niveau de l'électrification des transports, l'aérospatial, comme je te le mentionnais un peu plus tôt. Puis, je pense qu'il y a, pour de garder en tête, euh, pour les entrepreneurs du Québec, je dirais, oui, il y a plusieurs intervenants sur le terrain qui nous disent c'est le temps d'agir maintenant si on veut vraiment profiter de ce nouvel environnement d'affaires-là. L'Inflation Reduction Act, l'Infrastructure Investment and Jobs Act, puis ce qui se passe au niveau de l'Environmental Protection Agency a vraiment reconditionné ou lancé un mouvement qui, je pense, ne va pas s'arrêter avec un changement d'administration pour décarboner puis implanter de nouvelles entreprises sur le territoire du Midwest qui permettent de décarboner l'ensemble de l'économie de la région. Donc, je te dirais que c'est un peu ça le portrait général, Michel, que je voulais te faire. Je te laisse avec peut-être quelques activités commerciales à venir, juste pour vous donner une idée. J'ai mis Focal Alliance qui s'en vient, qui n'est pas pour les entreprises, c'est plus au niveau culturel, mais je trouve important de mentionner que c'est pas juste, on n'est pas juste dans la business au niveau des entreprises, mais on aide aussi dans une logique d'affaires des entreprises culturelles québécoises. On va avoir plus de 30 artistes là, qui seront présents au Focal Alliance. MRO American, le gros événement aérospatial qui s'en vient. On travaille, je m'en vais à Saint-Louis cette semaine. On travaille avec le World Trade Saint-Louis pour le premier vol inaugural entre Saint-Louis et Montréal. Cial Canada, un autre moment important qui s'en vient. Au mois de mai, l'ensemble des maires de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent débarquent à Montréal. Donc, très excité par ça. Forum Innovation, un mot pour l'anglais, et Indiana Economic Bar, et notre gros battery show à Détroit. Merci beaucoup, Jean-François. Vraiment une présentation intéressante et instructive en même temps pour les entrepreneurs du Québec. Et ça m'en vient à trois questions, au fond, parce qu'on parlait de l'économie, puis on parlait de la culture. Au fond, comment la délégation du Québec, comment elle fait la promotion des intérêts économiques et culturels du Québec dans la région des Grands Lacs? Toutes sortes de moyens, Michel. Il n'y a pas de... Mais pour les intérêts économiques qui sont l'objectif principal de la délégation, comme je te disais, moi, je me considère extrêmement privilégié d'avoir une aussi bonne équipe d'attachés commerciaux qui travaillent sur le terrain pour
identifier les opportunités et puis qui est capable, avec un très grand degré de professionnalisme, d'accompagner nos entreprises. Donc, Mhm. ils identifient les opportunités, puis les compagnies américaines qui peuvent être d'intérêt. Ils organisent le maillage, ils font des veilles pour cibler les prochains grands projets. Quand je te parlais des infrastructures, entre autres, quels sont les grands projets d'infrastructure dans la région? Comment on peut être en lien avec ces partenaires-là, avec ces villes, avec ces grands donneurs d'ordre-là? Après ça, on organise, bien sûr, je te donne l'exemple de QWeb la semaine dernière. On organise des missions, on invite des compagnies québécoises à venir sur notre territoire. Parce que c'est un des défis. On prend le territoire du Midwest souvent pour acquis. On tient le territoire du Midwest souvent pour acquis. Donc, il faut que les gens comprennent. Puis je te remercie de l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'expliquer un peu qu'est-ce que le Midwest aux membres d'AmCham. Moi, ce que je veux voir, c'est vous voir aussi venir sur le territoire ici, puis venir voir quelles sont les opportunités. Donc, on fait bien sûr ces foires d'acheteurs, ces conventions-là. MRO est un bon exemple. Là, MRO America, avec l'Aviation Week, c'est le plus grand rassemblement de la communauté de maintenance aéronautique au monde qui a lieu aux États-Unis. Donc, c'est 16 000 professionnels du domaine aérospatial qui se rencontrent ici prochainement. Là, on va avoir, comme je te dis, je sais qu'on a au moins 16 compagnies là, qui vont être présentes. Donc, on est en train justement de monter des programmes d'accompagnement qui sont vraiment plus spécifiques pour ces compagnies-là. On ne va pas les laisser dans ce. Bien sûr que n'importe qui peut se lancer dans une aussi grande opération tout seul, mais on essaie vraiment de trouver, autant dans la conférence qu'autour de la conférence, le maximum d'opportunités, mettre ces compagnies-là québécoises qui sont exports ready, qui sont business ready, en lien avec les grands joueurs de l'industrie. On est en train d'organiser des visites à l'aéroport de Rockford aussi avec une soirée Mhm. réseautage. On est en train de monter. Donc, il y a tous ces autres outils-là, dépendamment du profit de l'opportunité puis du profit des compagnies qui viennent. On a vraiment toute une gamme de services donc, on a des objectifs annuels, bien sûr, établis par Investissement Québec pour le nombre de rencontres à organiser, puis l'aide qu'on doit faire, puis le nombre de ventes fermes qu'on doit favoriser pour les entreprises. Mais ça fait partie, je dirais, d'un continuum de services qui s'inscrit à travers le temps. Puis plus qu'on est en lien, plus qu'on développe les relations avec autant nos partenaires américains que les compagnies du Québec, le mieux, le meilleur on est, je dirais, comme partenaire. Donc, l'objectif principal, c'est que nos entreprises réalisent bien sûr des ventes puis réussissent mais c'est aussi leur donner tous les outils pour pouvoir avoir la meilleure lecture de l'environnement d'affaires puis d'être capable d'exceller de ce côté-ci de la frontière. Là. C'est de façon générale, nos forces, c'est d'avoir une approche, je dirais, multisectorielle. C'est qu'on travaille Mhm. vraiment l'équipe d'affaires gouvernementale, l'équipe d'investissement Québec, l'équipe économique. On essaie vraiment de tous travailler ensemble pour être capable de tirer le maximum d'intérêt puis avoir la meilleure lecture de la situation. On essaie de vraiment valoriser le plus possible nos entreprises dans des rencontres, des activités de nature plus politique, aussi gouvernementale. On les place des fois dans des panels, dans des discussions de policy. C'est pour celles qui sont intéressées à jouer ce jeu-là aussi, puis pour prendre le micro aussi. Donc, il y a le lien avec les universités aussi. Essayer de positionner auprès de certaines universités des entreprises qui peuvent avoir une valeur ajoutée dans des discussions plus académiques aussi. Donc, on y va vraiment de façon 360. Puis je te le mentionnais aussi, on fait la même chose avec nos artistes, on fait la même chose au Mhm. niveau culturel également aussi. Là. Folk Alliance, dont je te parlais, pour moi, oui, c'est une activité culturelle. On a plus de 30 artistes québécois qui se présentent, mais c'est une opportunité de développement d'affaires aussi pour ces artistes-là au Midwest, là, de façon générale. Donc, il y a des tournées qui se passent. On a le mois de la francophonie qui arrive aussi. Donc, on essaie d'avoir une approche vraiment 360 autour de l'entreprise qui arrive sur le marché américain. On a autant le regard politique que le regard du développement d'affaires. Mhm. Merci Jean-François encore, mais quand on parle de relations commerciales, il y a souvent des gestes qu'on doit faire, mais il y a aussi des défis. Ce serait quoi, selon toi, les défis que le Québec est confronté dans le contexte des relations commerciales avec les États-Unis, puis principalement dans le Midwest? C'est une très bonne question. Le,
Parce que j'ai tendance à regarder plus les opportunités, peut-être. Je te Euh, comprends, oui. mais il y a, je te parlais de la lecture macro que l'on a par rapport aux États-Unis. Le principal défi, je crois, c'est de regarder au-delà de la discussion qui est la première impression Buy America protectionniste, ou même la lecture politique du territoire du Midwest. La lecture peut-être d'un territoire conservateur, d'un territoire rural, d'un territoire, comme je disais, c'est un territoire, 10 des 40 plus grandes villes américaines sont présentes. C'est un foyer de droit civil incroyable. Chicago est un centre culturel de l'intelligence afro-américaine. Il y a, il y a, il y a une méconnaissance du territoire du Midwest. Donc, il y a un gros travail d'éducation, je dirais, tant sur le Québec qu'au Québec. Pour faire, puis encore une fois, comme je te disais, merci beaucoup de me donner cette plateforme-là pour essayer de démystifier un peu l'importance du territoire. C'est comme si, comme je te dis, les gens ont l'impression qu'il ne se passe rien dans le Midwest, mais c'est plus que 20 de nos exportations mondiales qui viennent sur ce territoire-là. Puis, comme je te disais, c'est les 12 États du Midwest, c'est plus que les 12 pays non américains au niveau de nos exportations. Donc, c'est pas vrai qu'il se passe rien. Il y a un volume super important. Donc, je pense qu'il faut défaire les mythes, il faut défaire les idées préconçues que l'on a du territoire et puis du potentiel. Euh, il y a des compagnies québécoises qui sont reconnues ici comme étant très innovantes, qui sont encore méconnues ici. Il y a un réseau universitaire incroyable. Euh, donc je crois qu'il y a, puis comme je dis, c'est exactement ce que je fais. Aujourd'hui, je fais les deux. Aujourd'hui, je parle à AmCham au Québec, mais je m'en vais tout de suite après cet après-midi à la Illinois Chamber of Commerce aussi pour avoir cette discussion-là. Puis cette semaine, plus tard, je rencontre le World Trade Center à Saint-Louis pour essayer d'expliquer aussi qu'est-ce que le Québec, puis quelles sont les opportunités, puis inviter les gens ici à regarder le Québec. Parce qu'un des défis de la région du Midwest, c'est souvent, mais c'est le fait que c'est pris en sandwich un peu entre les deux côtes. Et puis, il y a une compétition aussi inter-État qui est très forte. Autant pour l'attraction d'investissement que pour les exportations. Puis il y a une compétition interne américaine qui est très forte aussi. Donc, le positionnement de nos entreprises dans ce contexte-là est, est, est particulier. Le narratif protectionniste, pour moi, n'est pas nécessairement un empêchement. Comme je te dis, on a appris à le naviguer. Puis l'exemple de la présence de Flow, comme de Lyon, est un bon exemple du fait qu'on a appris à naviguer ces contextes-là protectionnistes, soit en faisant des acquisitions ou en faisant des implantations de ce côté-ci de la frontière. Euh, on a appris à naviguer cet environnement-là. Je pense qu'on est un défi que l'on a, c'est de passer ce niveau du bruit environnant sur l'environnement macro, puis essayer de voir vraiment, d'identifier vraiment quelles sont les opportunités. Puis c'est le rôle de notre délégation, c'est le rôle de notre territoire. La région du Midwest demeure le cœur industriel des États-Unis. En 2008, bien sûr, il y a eu bien sûr une grande crise économique. Il y a eu ce qu'on appelle ici dans la région le Rust Belt, où la région de l'acier ou la zone vraiment a connu une période de désindustrialisation très difficile. Il y a des villes qui ont perdu jusqu'à la moitié de leur population aussi. Ça a été très difficile. Puis le America First est né aussi de la réalité industrielle dans la région. Mais toute cette zone-là, cette région-là est en grande phase de réindustrialisation. C'est impressionnant de voir le nombre d'investissements et à quelle vitesse cette région-là est en phase de réindustrialisation. Dans le secteur de la batterie, dans le secteur des microprocesseurs, tout ce qui est nouvelles technologies vertes, gestion de l'eau, donc énormément il y a un nouveau boom qui est en train d'arriver ici, duquel le Québec devrait tirer parti définitivement.
Puis, c'est une région, effectivement, qui est très divisée, qui est très différente. Là. Je pense juste la. Ben, on a deux, politiquement, si, je sais que les gens d'Amcham aiment aussi les discussions politiques. Si on prend juste l'angle politique, on a quand même deux des six États clés ou swing states dans la région, avec le Michigan et le Wisconsin. C'est très serré entre les républicains et les démocrates. Puis, dire à quel point le politique peut affecter le développement économique. Au Wisconsin, le gouverneur est démocrate, la Chambre est républicaine. Inutile de dire que les deux ne s'entendent pas. Mais pourquoi ça crée des défis pour le Québec? Ben, il y a des projets qui ne peuvent pas aboutir politiquement aussi dans la région. Le gouvernement du Wisconsin a réservé des enveloppes de plus de 125 millions pour décontaminer le système d'aqueduc en raison du plomb présent dans l'eau. Puis nous, on essaie de positionner des entreprises innovantes dans le secteur de la gestion de l'eau dans la région. Bien, le projet n'avance pas non plus. Donc, la Chambre des républicains a refusé d'utiliser l'enveloppe qui faisait partie du budget puis qui aurait pu bénéficier à des entreprises québécoises aussi pour implanter des solutions de gestion de l'eau dans la région. Donc, c'est un exemple où, la compréhension fine de la dynamique politique régionale pose des défis pour des entreprises aussi, puis des partenaires. Là. Donc, on est vraiment dans un moment important et charnière, mais comme je dis, il y a une opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité. Il y a tellement d'argent fédéral qui est en train d'arriver au niveau des États et au niveau des villes que c'est vraiment le moment pour toutes les compagnies qui peuvent avoir des solutions innovantes, qui peuvent s'inscrire dans des solutions d'infrastructure plus macro. Il y a vraiment des opportunités. Parfait. Merci, Jean-François. J'aimerais rappeler aux participants aussi que s'ils veulent poser des questions, on peut les faire sur le chat. Moi, de mon côté, j'aurais une dernière question pour toi, parce que tu as donné beaucoup d'initiatives et beaucoup de projets qui ont été faits entre le Québec et des États du Midwest. Mais est-ce que tu aurais un exemple d'initiative récente de collaboration entre le Québec et le Midwest qui a eu un impact significatif pour le Québec et le Midwest? Un exemple très récent, ben, je dirais, c'est le continuum de ce qui a été fait dans le dossier batterie pour moi, qui est le success story. C'est le leadership qu'on a fait pour créer une vallée de la transition énergétique et puis à quel point, puis je le vois aussi du travail que j'ai fait à partir de Washington aussi, là. C'est un travail, tout ce qui a été fait dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques, puis de la filière batterie, est un atterrissage très stratégique pour le Québec dans le Midwest. Autant de politique fédérale que de la manière dont ça s'articule au niveau de la relation entre le Québec et certains États ici. On avait organisé, entre autres, un témoignage pour Nathalie Camden au Comité sénatorial énergie et ressources naturelles. Ici, je sais qu'il y a eu plusieurs représentations qui ont été faites autant à Toronto que dans la région ici par le ministère des Ressources naturelles. Au Battery Show, on a eu 40 entreprises qui ont été présentes au dernier Battery Show ici. Donc, il y a, en plus de ce qui se passe avec Encours, il y a puis des investissements de GM et de Ford, il y a tout un écosystème de compagnies québécoises qui deviennent particulièrement intéressantes, qui sont en train de se faire connaître autant au Québec par ces grands donneurs d'OEM, mais aussi qui sont en train de se faire connaître dans la région aussi, puis même s'implanter. Lazarax, une autre compagnie du Québec qui font des lasers pour faire les battery packs, pour faire les assemblages de batteries. Une autre compagnie qui vient de s'implanter ici du côté qui tire profit de ce genre d'investissement-là. On est en lien avec Ohio State. C'est en train de changer toutes nos relations, même avec le monde universitaire. Ohio State University est en train de mettre en place un département ou un centre de recherche sur le secteur batterie qui est créé en lien avec Honda. On essaie de faire le lien avec l'Université de Concordia aussi. Donc, il y a NatBat qui est en train de regarder pour avoir sa conférence annuelle, qui est la grande association au secteur batterie aux États-Unis, qui regarde pour avoir sa conférence à Montréal, avec qui on est en lien. Donc, c'est en train vraiment ces investissements sont vraiment en train de reconfigurer la relation entre le Québec puis d'entraîner dans le sillage de ces investissements-là d'autres entreprises qui commencent à avoir vraiment une grande traction du côté
même des entreprises de câblage, des entreprises de... C'est vraiment impressionnant de voir à quel point ces deux investissements-là, puis cette relation-là dans le secteur batterie est en train puis ce qui se passe au niveau minéraux critiques et stratégiques aussi est en train de reconfigurer la discussion ici dans la région. Parfait. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Merci pour cette belle présentation et les informations que tu nous as données et le temps, bien entendu, que tu as pris à être avec nous aujourd'hui et les participants pour mieux nous faire connaître la région du Midwest. Moi, s'il y a une chose que je retiens le plus, c'est qu'on a un partenaire commercial qui est ouvert à faire affaire avec le Québec et le Canada du même coup, et on est vraiment à côté, on est voisins. L'ancien consul général des États-Unis à Montréal, Robert Thomas, disait toujours, laissons ce qui est à Washington, et ce qui est à Ottawa, Ottawa, et faisons de la business. On en fait depuis, pas loin, je te dirais, de 200 ans. Et cette année, c'est une année marquante à Montréal parce que ça va faire 170 ans que les Américains ont un consulat général. Donc, on voit que ce n'est pas d'hier et on voit que ça ne s'arrêtera pas demain matin. Alors, encore une fois, merci à toi et ton équipe d'avoir participé. Je rappelle aux participants aussi que si vous avez des questions ou si vous aimeriez rentrer en contact avec l'équipe de Jean-François, n'hésitez pas. On peut faire le lien et le webinaire va être disponible aussi sur les médias sociaux et va être envoyé aux participants. Alors, un grand merci, Jean-François, pour ta collaboration. Plaisir. Go Chief. Yes. Merci tout le monde. Merci.